Bonjour à tous, merci de venir aussi nombreux assister à ce talk. Un peu technique, un vendredi après 3 jours de Devox, c'est cool. Donc je vais me présenter, je suis Arnaud Loquet, je suis CTO chez Benefiz, qui est une startup qui s'est créée il y a un an, qui vend et qui gère des avantages sociaux. Donc ça fait un an que je suis dans la boîte. Avant, j'étais consultant chez Zenica, et je travaillais notamment sur des projets pour l'authentification à partir de cartes d'identité numériques ou de cartes professionnelles à puce. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est authentification et essayer de trouver des moyens un petit peu plus sécures que juste utiliser un mot de passe. Et d'où m'est venue l'idée de faire ce talk. Donc déjà, c'est quoi les problèmes? On va commencer pour mettre un peu de contexte. C'est quoi les problèmes du mot de passe? Alors, il y a plusieurs inconvénients. Ça, c'est un top 10 qui date du moment où j'ai rédigé ce talk avant le Covid. Et voilà, au moment d'actualiser mes slides, en fait, ça n'a pas changé. C'est toujours le top 10. Alors, il y a des statistiques qui sont faites. Hein. C'est plus ou moins... Enfin, voilà, ça claque, mais d'un autre côté, au final, c'est pas tous les mots de passe qui sont comme ça, mais il y a des statistiques sur les prénoms qui sont les plus utilisés. Enfin, voilà. On a beaucoup de monde a quand même le réflexe d'utiliser des choses de leur environnement, le prénom de la fille, la date d'anniversaire, etc. Donc c'est le premier problème des mots de passe. Deuxième problème des mots de passe, c'est l'effet post-it. C'est un truc qui passait à la télé, avec tous les mots de passe écrits derrière. Et donc voilà, on a beaucoup de boîtes aussi où on nous impose des mots de passe qui doivent être changés tous les mois, avec majuscules, minuscules, des chiffres, etc. Et au final, on se retrouve tous à juste incrémenter un compteur à la fin du mot de passe pour pouvoir le changer tous les mois et l'écrire sur des post-it pour le partager avec des collègues. Je vois, c'est un peu la même chose, mais je trouve ça pas mal. Bon, voilà, après, il y a pas mal de combinaisons de clavier, hein. Ça peut être AZERTY, QWERTY, enfin, ça peut être plein de choses, quoi. Un autre fail qui m'est arrivé aussi, pas si longtemps que ça, je m'étais inscrit sur un site pour acheter des graines, parce que je fais du potager chez moi. Et j'ai oublié mon mot de passe, donc j'aurais demandé pour initialiser mon mot de passe et ils me l'ont envoyé en clair dans un mail. Donc c'est un des problèmes aussi que vous pouvez avoir, c'est que votre mot de passe, vous l'envoyez et on ne sait pas ce que le site va en faire. Et potentiellement, avec une fuite de données, votre mot de passe peut se retrouver un peu dispo n'importe où, en clair. Et si vous avez la mauvaise habitude d'utiliser le même mot de passe ou un même pattern sur plusieurs sites, on va pouvoir utiliser votre mot de passe à votre place. Et il y a beaucoup de monde en fait qui utilise le même mot de passe partout. Et qui n'utilise pas de gestionnaire de mot de passe. D'ailleurs, dans l'informatique, moi, qui utilise ici un gestionnaire de mot de passe? Voilà, on est quand même super nombreux. Je sais que dans mon entourage qui ne bosse pas du tout l'informatique, c'est juste impossible de les faire utiliser un gestionnaire de mot de passe, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, I have been pwned. En gros, c'est un site qui référence des fuites de données et vous rentrez votre mail, votre numéro de téléphone, et il va aller chercher dans ses bases de données pour vous dire, voilà, ton mail est apparu dans telle faille à tel moment, et du coup, ton nom, ton prénom, date de naissance, etc., ou potentiellement ton mot de passe vont fuiter à ce moment-là. Ça permet de savoir un peu, de se rendre compte que mon mail perso, il est apparu dans plein de fuites de données. Du coup, la question, c'est il manque quoi au juste le mot de passe? Alors pour ça, on va parler juste un petit peu de c'est quoi un moyen de s'identifier sur un site. Donc un moyen d'authentification. Comment je m'authentifie? Il y a plusieurs manières de le faire en fait. La première, le mot de passe, c'est dire quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire que vous êtes censé être le seul à connaître le mot de passe, donc le fait que vous donniez ce mot de passe, ça justifie votre identité, on sait qui vous êtes. On sait que vous êtes le propriétaire du compte. Ça peut être quelque chose que l'on possède. Donc ça peut être votre téléphone, votre carte SIM. Vous allez recevoir un SMS pour prouver que vous possédez bien la carte SIM qui est dans votre téléphone. Et ça peut être aussi des clés FIDO, comme je vais vous montrer et comme on va utiliser aujourd'hui dans Webauthn. Et donc l'intérêt, là, ça va plus être quelque chose qu'on connaît, mais quelque chose qu'on possède et qui du coup va pas pouvoir être fuité si jamais une base de données fuite. Un dernier moyen, c'est ce que l'on est, ça va être votre empreinte digitale, votre visage pour Face ID, des choses comme ça. Il y en a plein d'autres, mais c'est les trois principaux, les différents moyens d'authentification. Et donc l'objectif, en fait, ça va être aussi d'essayer de multiplier en fait, ces moyens d'authentification, pas juste authentifier avec un mot de passe, mais utiliser deux moyens d'authentification différents pour avoir une meilleure sécurité. Alors du coup, les autres solutions qui existent déjà, pour la double authentification, donc je disais mot de passe plus un OTP. Donc un OTP, c'est un one-time password, c'est un code qui serait utilisé à usage unique, qui serait utilisé qu'une seule fois.
C'est le cas quand vous vous connectez sur certains sites, par exemple des portefeuilles de Bitcoin, des choses comme ça, où vous vous connectez avec votre user, votre password, et après vous envoie un SMS sur votre téléphone. C'est un code à 6 chiffres qui est généré, et c'est le fait que vous connaissiez ce code à 6 chiffres qui prouve que vous êtes bien possesseur du téléphone. Et c'est comme ça que vous vous double authentifiez. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé au moment où j'ai créé les slides. Ça existe encore. C'est pas une attaque qui est hyper répandue parce que faut vraiment cibler la personne qu'on veut attaquer. Mais il y a quelques années, juste avant le Covid, en fait, quand j'ai préparé ces slides, le patron de Twitter s'est fait hacker son compte avec ce qu'on appelle du SIM swapping. En fait, c'est juste une attaque. Il y a plusieurs manières de faire, mais c'est en gros, l'attaquant va appeler l'opérateur et va essayer par des moyens détournés se faire passer pour la personne et faire transiter en fait la carte SIM en disant ouais, j'ai perdu mon téléphone, il a été volé, et faire transiter la carte SIM vers une autre carte SIM. Et du coup, il a reçu le SMS à la place de Jack Dorsey et il a pu se connecter à la place du patron de Twitter. Voilà. Donc c'est une attaque qui existe, mais qu'il faut vraiment cibler la personne, c'est quand même un peu compliqué. Donc l'OTP SMS, on pourrait se dire que c'est une bonne manière de faire. Une autre manière d'avoir un OTP unique, c'est le TOTP. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. En gros, c'est quand vous enregistrez sur des sites, par exemple AWS, ils vont vous demander de le faire. Vous scannez un QR code, il va y avoir un échange d'un secret qui permet de générer ce code à 6 chiffres toutes les 30 secondes. C'est un algorithme qui est basé sur le secret partagé et sur le temps. Et du coup, l'authentification, après votre user password, on va vous demander de ressaisir ce code à 3 chiffres. Et comme le secret qui permet de le générer est connu aussi par le serveur va pouvoir aussi le générer et comparer les deux valeurs. Donc voilà, l'intérêt, c'est d'avoir un code à usage unique. Un autre moyen de s'authentifier encore de manière sécure, c'est d'utiliser TLS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise, on utilise pas mal quand même pour authentifier un serveur avec un autre serveur. On l'utilise très peu pour authentifier quelqu'un comme nous sur un site internet. C'est possible, donc ça s'utilise la crypto asymétrique, avec un certificat et une clé privée. C'est ce qui est utilisé par exemple sur les cartes CPS. Je ne sais pas si vous voyez, si vous connaissez les personnels soignants. En gros, c'est une carte à puce qu'il faut du coup avoir un lecteur avec 2 cartes sur son PC pour pouvoir lire cette carte. Le problème, c'est qu'il faut un middleware pour pouvoir installer sur la machine pour pouvoir communiquer avec la carte. Et du coup, il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec les OS, les navigateurs. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. C'est sécurisé, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Du coup, c'est dans ce contexte qu'a été créé FIDO. FIDO pour Fast Identity Online. C'est une alliance en fait d'entreprises et de particuliers qui s'est créée dans l'objectif d'apporter des nouveaux moyens d'authentification qui soient simples, sécurisés et faciles à intégrer dans n'importe quelle appli. Donc ça, c'est l'objectif. Du coup, l'objectif derrière ça, pour que ça soit vraiment faisable, c'est de se baser sur des standards et de créer des standards. Donc on va voir que WebAuthn, ça fait partie des standards qui ont été créés. On voit tout de suite. FIDO2, en fait, c'est ce qui a été créé qui s'appelle FIDO2, c'est WebAuthn, un standard qui est W3C, qui est en fait toute une mécanique pour s'authentifier avec ce genre de clé via de la cryptographie asymétrique. Et donc ça décrit vraiment tous les paramètres qu'on va pouvoir injecter dans l'authentification, tous les algorithmes qu'on va mettre en place pour pouvoir faire cette authentification. Et du coup, comme c'est du standard W3C, ça va être bien supporté en fait. Ça va être quelque chose qui va prendre de l'ampleur et qui va être bien supporté. FIDO2, c'est aussi setup, mais on ne parlera quasiment pas. C'est ce qui permet en fait de communiquer. Donc c'est une spec qui permet de définir comment communiquer entre ce type de clé et votre navigateur. Donc, quand je parle de ces clés FIDO, c'est ce qu'on appelle dans WebAuthn l'authentificateur. Donc voilà, c'est ce type de clé. YubiKey, alors ça peut être YubiKey, SoloKey, c'est ce que j'ai, c'est des clés open source, le hardware et le software sont open source. Ça peut être aussi votre mobile Android, parce que maintenant, généralement, sur les derniers mobiles, il y a des puces de crypto, sur les modules un peu plus haut de gamme, des puces de crypto qui permettent de faire ce que fait cette clé. Ou ça peut être aussi votre MacBook Pro, votre PC avec
La reconnaissance digitale, derrière, c'est pareil, il y a des puces qui permettent de se faire passer pour une clé comme ça, en fait. Du coup, c'est principalement de l'hardware. Il y a un peu de software aussi qui permet de faire un authentificateur, qui permet de faire de la cryptographie pour faire les bons calculs qu'il faut pour l'authentification. Et tout ça, ça transite vers différents transports. Alors moi, là, c'est une clé USB, mais qui peut aussi communiquer via NFC sur mon téléphone. Ça peut être du Bluetooth Low Energy, ça peut être pas mal de choses. Du coup, Webauthn, en fait, ça décrit vraiment tous les workflows pour pouvoir s'authentifier. Mais dans le navigateur, ça se résume juste à deux choses. C'est deux appels à des méthodes credential.create. Donc ça va être au moment où vous allez créer votre compte sur le site internet, voilà, user password. Ensuite, il va vous demander de créer votre identification dans cette clé. Donc ça sera juste un credential.create. Alors c'est hyper résumé parce qu'à l'intérieur, il y a quand même une palanquée de paramètres à passer. Mais voilà, c'est juste un appel à une méthode. Et un credential.get, ça c'est ce qu'on va utiliser au moment du login. Alors justement, je vous disais que l'intérêt du standard W3C, c'est que ça soit standard et que du coup, ça puisse être utilisé et compatible avec pas mal de navigateurs. Voilà, moi j'utilise sur Linux, Chrome, il n'y a aucun souci, ça s'utilise très bien sur le téléphone, c'est vraiment hyper standard maintenant, et hyper bien, hyper compatible. Il y a même, j'ai lu des news il n'y a pas longtemps sur Apple qui est en train de mettre en place quelque chose aussi pour simplifier les authentifications, qui est basé sur Webauthn. C'est quelque chose qui est en train de prendre vraiment. Les use cases où on va utiliser du coup cette clé FIDO, ça va être la double authentification, donc connexion via user password, plus après, en fait sur cette clé c'est juste un clic sur un bouton pour valider que je suis bien porteur de la clé. Et il y a un deuxième use case aussi qui est intéressant, c'est l'authentification, ce qu'ils appellent passwordless. Mais en fait, c'est même pire que ça, c'est même sans username et sans password, juste en vous connectant, vous avez juste à appuyer sur le bouton et vous êtes connecté sur le site. On verra dans les démos comment ça fonctionne. On n'a même plus besoin de saisir un user et un password. Alors juste pour que vous compreniez les algorithmes, je vais faire quelques rappels de crypto, parce que c'est pas forcément connu par tout le monde, et c'est plus facile pour comprendre comment ça marche derrière. Juste sur le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique, pour vous réexpliquer comment ça fonctionne. Du chiffrement symétrique, donc ça va être basé sur un secret qui est connu des deux paires. Donc moi, si je veux envoyer un message à quelqu'un, eh bien, il va falloir que je partage ma clé secrète avec cette personne pour que je puisse moi chiffrer le message. Donc Devoxx avec ma clé, je vais le transformer en quelque chose qui est illisible par tout le monde sauf le possesseur de la clé. Et lui, à partir de cette clé, il sera capable de retrouver le message d'origine. J'avais fait une conf Android sur TLS, l'image que j'avais, c'était si vous voulez communiquer avec quelqu'un, vous pouvez mettre votre message dans un coffre et le fermer avec un cadenas, et c'est que les possesseurs de la clé qui pourront ouvrir le cadenas et récupérer ce message, en fait. Donc c'est vraiment une clé qui doit être partagée par toutes les personnes qui veulent soit envoyer le message, soit le recevoir. C'est pas ce qui est utilisé dans FIDO. Ce qui est utilisé dans FIDO, c'est la cryptographie asymétrique. C'est ce que vous utilisez dans HTTPS. C'est ce qui est utilisé un peu partout maintenant. C'est basé sur des clés privées et clés publiques. Et du coup, on va parler de chiffrement et de signature. Donc, le chiffrement, en gros, moi, je vais créer une clé privée, je vais en déduire une clé publique que je vais partager avec n'importe qui, avec tout le monde. Et du coup, si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez le chiffrer avec la clé publique que je vous ai envoyée. Et du coup, il n'y a que moi qui pourrais le lire avec ma clé privée. C'est ce qui est indiqué ici. En fait, voilà, avec la clé publique, vous pouvez me transformer le message pour qu'il n'y ait plus que moi qui soit illisible de tout le monde, sauf de celui qui possède la clé privée, donc c'est moi, pour pouvoir retrouver le message d'origine. Et le deuxième algo qui est un peu plus intéressant, du coup, c'est la signature et la vérification. En fait, c'est exactement l'inverse. Avec la clé privée, je vais transformer mon message en quelque chose d'illisible, qui s'appelle la signature, en fait. Et tous les possesseurs de la clé publique, donc c'est vous tous, que je voulais partager, vous serez capable, à partir de cette signature, de vérifier que le message d'origine, c'était bien ça. Donc ça, c'est l'intérêt de la signature. C'est quoi? C'est que quand moi, je vais envoyer un message, je vais pouvoir le signer à côté. Et s'il y a quelqu'un qui vient entre les deux et qui vient modifier mon message, voilà, je dis bonjour Devoxx, et il y a quelqu'un entre vous et moi qui modifie le message et qui transforme en bonjour Britscamp.
il sera incapable, sans ma clé privée, de modifier la signature, et du coup, vous verrez que le message ne vient pas de moi parce que la signature n'est pas bonne. Et en fait, tout est basé là-dessus, sur l'authentification. En fait, là-dedans, on va avoir des clés privées. On va signer des messages avec cette clé privée. Et du coup, côté serveur, on sera capable de vérifier que la signature est bonne. Et si la signature est bonne, ça veut dire que c'est bien le possesseur de la clé qui a envoyé, qui a fait la demande d'authentification. Alors du coup, si on prend le principe global de l'algo WebAuthn, le serveur, au moment de l'authente et de la création de compte, il va créer un challenge. Un challenge, c'est un aléatoire qui sera unique, juste pour cette authentification. Ce challenge, il sera signé par ma clé privée qui se trouve dans ma clé FIDO. Il sera envoyé au serveur, et le serveur pourra vérifier la signature de ce challenge avec la clé publique que j'aurai envoyée à la création de mon compte. On va passer sur la démo. Non, avant la démo, j'ai mon petit schéma. Donc l'enregistrement, c'est l'inscription sur un site. Comment ça va se dérouler? Et juste après, on le voit en démo. La première étape, donc l'utilisateur va vouloir s'enregistrer. Donc il va envoyer une demande d'enregistrement au serveur. Donc ça, c'est un formulaire classique avec un user password. En retour, le serveur va lui dire c'est bon, je t'ai enregistré. Maintenant, je veux que tu enregistres ta clé FIDO. Donc je t'envoie un challenge, un aléatoire à signer. Derrière le browser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'appel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le create credential. Il va demander en fait à la clé de créer un jeton, une clé privée pour s'authentifier. Et il va lui passer le challenge pour en même temps qu'il va créer la clé privée, signer le challenge. En retour, du coup, on aura la clé publique qui va sortir de la clé FIDO et une attestation. Donc l'attestation, c'est juste la signature du challenge avec quelques informations d'identification de la clé. On verra tout ça en démo. Ces infos-là, le browser va les envoyer au serveur et en retour, donc, il les envoie au serveur vérifie la signature, il va enregistrer les infos du user dans sa base de données, et en retour, il va lui dire « Ok, c'est bon, t'es bien authentifié, t'es bien enregistré sur mon site. » On va montrer la démo. Alors, tac. Alors pour le debug, j'ai développé une petite IHM. Ça fait rien du tout à part s'authentifier. C'est déjà pas mal. Donc c'est un formulaire de classique d'enregistrement sur un site avec un username, un email, mon password. Le passwordless, c'est ce que je vous disais, on verra après. J'ai une petite vue de debug ici pour qu'on puisse voir un peu les messages qui transitent entre les différentes parties. Donc, je démarre mon authentification, j'envoie au serveur mon username, mon email et mon password. En retour, le serveur me renvoie le challenge, c'est ce qu'on a vu dans le schéma juste avant. C'est un aléatoire qui est chiffré d'une certaine manière. Cet aléatoire, il est envoyé à ma clé avec quelques infos supplémentaires. Donc le challenge, on le voit. Ensuite, le RP, c'est Relaying Party, c'est les informations d'identification du serveur. Donc, en gros, c'est le nom de domaine. Ça va permettre en fait d'éviter d'éviter le spam, enfin le phishing. En gros, la clé privée qui est ici sur ma clé, elle ne pourra pas être utilisée ailleurs. Elle pourra être utilisée que sur le nom de domaine localhost ici. Et bénéfice, c'est juste un moyen d'afficher un peu plus clean à l'utilisateur. On a les informations sur l'utilisateur qui est en train de s'enregistrer. Attestation directe, ça c'est juste pour... c'est le serveur qui demande à la clé un genre de certificat, ce que vous auriez pour un certificat HTTPS, c'est un peu l'équivalent sur une clé FIDO, qui va donner des informations sur la clé, quel est le type de clé, le nom de la clé. Ces infos-là, ça pourrait être utile, par exemple, dans une entreprise, si vous donnez une clé FIDO à tous vos employés, pour s'assurer que la clé a bien été fournie par l'entreprise. Ça, c'est le serveur qui demande à avoir ces infos-là. Il pourrait très bien, il y a plusieurs modes. Il pourrait dire je me contente d'infos anonymes ou je ne veux même pas du tout vérifier, je veux même pas du tout d'attestation. Le paramètre suivant, ici, on dit juste qu'on veut s'authentifier avec une clé publique. Donc derrière, ça veut dire que la crypto asymétrique. Et -7, ici, c'est le type de clé.
Il y a plusieurs algos qui permettent de générer des clés RSA, et là c'est des clés sur des courbes elliptiques. Voilà, c'est des clés qui prennent un peu moins de place, donc c'est pratique, comme on n'a pas forcément beaucoup d'espace sur ces clés FIDO. Autant, ça on verra après. Donc là du coup, mon navigateur a reçu la commande qu'on vient de voir juste là, et donc il me demande d'utiliser ma clé FIDO pour m'authentifier. Donc je clique sur le bouton. Donc là, il me met un petit message de warning. Attention, le serveur veut voir la marque, enfin le modèle de ta clé. Ça, c'est juste ce qu'on vient de voir avant, attestation directe. Mais il me prévient que voilà, je vais laisser passer un petit peu d'informations en fait sur ma clé. J'accepte. Et donc là, on a le retour hyper lisible de Webauthn. Alors, je l'ai juste en dessous réagencé un petit peu pour que ce soit plus lisible. Donc le row ID et l'ID, en fait, c'est l'ID de la clé. C'est l'identifiant de la clé dans la clé privée, enfin la crypto asymétrique dans votre clé FIDO. C'est pas évident, des clés et des clés. Et en réponse, on a deux choses. L'attestation, avec à l'intérieur la clé publique, qui permettra par la suite de vérifier les signatures. Un compteur. Lui, il est là pour éviter le rejeu, en fait. Donc on verra au login qu'il faudra bien mettre à jour le compteur, ou pour éviter des duplications de clés. Si à un moment donné, il y a un hack qui fait que votre clé a pu être dupliquée, pas à l'infini, mais plusieurs fois. Si elle est utilisée si les deux duplicats sont utilisés, on verra qu'il y a un problème parce que le compteur ne sera pas incrémenté de la bonne façon. Donc le compteur, il est là pour ça. Et ici, on a ce que je vous disais, le genre de certificat avec les informations sur ma clé FIDO. Voilà. J'ai zoomé, du coup, c'est pas... Tac. Donc ces infos-là, je les envoie au serveur. Le serveur, il va récupérer la clé publique, vérifier la signature et stocker toute la data. Et en retour, il me dit c'est bon, tu es enregistré. Je vais juste vous montrer le code front. Je ne vais pas vous le montrer parce que c'est juste l'appel create credential avec les paramètres qu'on a vus juste avant. Je vais vous montrer juste le code back qui permet de faire la vérification. Passer en mode présentation. Tac. Du coup, le code back, c'est quoi? Au moment où on veut vérifier que l'authentique s'est bien passé, on récupère l'utilisateur par rapport à... Enfin, là, il est stocké en session. On récupère le challenge qu'on a généré au tout début de la partie. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la clé renvoie ce challenge dans son message. Et là, c'est juste pour vérifier que le challenge est bien celui qu'on avait envoyé à la base. Il n'a pas été changé. Ensuite, on va venir renseigner quelques infos de paramétrage, on va dire, sur l'URL d'origine qui est acceptée, sur le hostname pour lequel on est en train de s'enregistrer, le challenge, voilà, c'est toute la configuration. On passe les informations du client. On définit quelques paramètres aussi sur l'authentique pour dire quelles sont les clés qu'on a autorisées. Est-ce qu'on accepte, est-ce que la présence de l'utilisateur, donc le clic sur le bouton de la clé FIDO était obligatoire? Est-ce qu'on demande une vérification? Donc ça, c'est par empreinte digitale généralement. Et puis derrière, c'est un appel à validate pour valider que la signature est OK. Et dernière étape, on sauvegarde l'utilisateur, on sauvegarde l'objet attestation qui était passé dans le message, parce que c'est là où on va avoir la clé publique, et on en aura besoin de cette clé publique pour les authentes derrière. Du coup, on va passer à l'autente maintenant. L'autente, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment le même fonctionnement. Je veux me loguer sur un site, je passe mon user password déjà pour vérifier que le user password est OK, c'est bon. Du coup, le serveur m'envoie un challenge comme tout à l'heure. Plutôt que de faire un create credential, maintenant je vais faire un get credential pour demander de signer le challenge avec une clé qui existe déjà, une clé privée qui existe déjà dans ma clé FIDO. Ça va me retourner une assertion, c'est quelques infos plus une signature. Celle-ci, je vais la renvoyer au serveur. Il va pouvoir vérifier la signature.
Et en retour, si cette signature est OK, et il me dit que c'est bon, je suis logué. Tac, on passe sur la démo. Donc maintenant que je suis enregistré, je vais faire un login. Donc, user password, les deux checkbox, on en parlera après. On est parti. Donc, j'envoie mon email et mon password au serveur. En retour, il m'envoie un challenge. Et ici, le key ID. Donc ça, c'est ce qu'on avait juste avant, là, qu'on a enregistré au moment de l'inscription. C'est ce qui va permettre de dire à la clé FIDO quelle est la clé à utiliser pour s'authentifier. Ça, c'est envoyé à la clé FIDO. En fait, on repasse les mêmes informations que nous a envoyé le serveur. Paf. Mon navigateur me dit que j'ai besoin d'utiliser une clé de sécurité FIDO pour m'authentifier sur le site. J'appuie sur le bouton. Donc j'ai un retour positif, c'est toujours pareil, c'est un peu chiant à lire. Voilà, donc on renvoie ici l'ID de la clé et en réponse, Authenticator Data, donc ça c'est de la donnée, c'est l'ID du Rolling Party et le compteur. Je l'ai laissé comme ça, je ne l'ai pas décrit parce que c'est un peu compliqué à lire. Et ici la signature, donc ça c'est la signature du challenge avec la clé privée. Et ici, tiens, on n'en avait pas vu tout à l'heure, mais c'est les infos sur ce qui vient de se passer en fait. Donc c'est pour dire qu'on a fait un get, rappeler le challenge et rappeler l'origine depuis où ça a été fait, l'authentification. Next. Donc ça, je l'envoie au serveur. Le serveur vérifie la signature et pof, il me dit que c'est bon, t'es connecté. Alors pareil, je vais vous montrer le code back. Donc comment ça se passe ? La première étape, ça va être de récupérer en base l'utilisateur. Voilà, l'utilisateur pour pouvoir connaître la clé publique qui était associée à cet utilisateur. On récupère, comme tout à l'heure, le change dans la session et on vérifie que le change qui nous est envoyé par le client est bien le même que celui qu'on avait envoyé à la base et qu'on a stocké dans la session. Ici, on remet les mêmes paramètres que tout à l'heure pour le nom du domaine, etc. Les informations du client, comme tout à l'heure. Et ensuite, on valide. Et donc là, ça c'est une librairie qui fait la validation de la signature par rapport à la clé publique qui avait été stockée à l'origine. Et la dernière étape ici, on vient mettre à jour. C'est un petit peu compliqué parce que c'est des objets. Parce qu'à chaque fois dans la crypto, c'est pas simple. Mais voilà, on vient récupérer. Donc en fait, dans le message d'authentification, on a eu le compteur mis à jour. On a eu un compteur mis à jour. Et donc on vient récupérer dans ce message d'authentification le compteur et on vient le stocker en base pour la prochaine fois. Comme ça, la prochaine fois, quand on va vérifier la signature, le code va aussi vérifier que le compteur est bien supérieur au compteur qu'on connaissait avant. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième use case, le passwordless, qui permet de s'authentifier sans mot de passe, sans username. Et pour ça, je vais vous parler un peu de la persistance des clés. Parce que là, en fait, on a parlé de la clé publique qui est stockée côté serveur. Mais la clé privée, sur des petites clés FIDO comme ça, en fait, il n'y a pas énormément d'espace pour stocker ces clés. Et donc, par défaut, en fait, elles sont générées à la volée. Et il y a un mécanisme qui permet de ne pas avoir à la stocker ici. Donc, en gros, ce qui se passe, il y a deux manières de faire. On va parler plutôt de la deuxième, la clé wrappée. Donc, en fait, à l'inscription sur le site, on va générer une clé privée qui sera ici. Ensuite, avec du chiffrement symétrique, elle va être chiffrée, donc lisible que de la personne qui connaît la clé symétrique, donc elle est stockée là-dedans, donc il n'y a que lui qui pourra déchiffrer cette clé. C'est ce qu'on appelle wrapper une clé. Donc la clé privée est wrappée par une clé symétrique. Et en fait, cette clé, elle est envoyée dans l'ID de la clé au serveur. C'est ce qui est stocké côté serveur. Là, la grande chaîne, en fait, c'est la clé privée qui est wrappée et qui est chiffrée, en fait. Et comme ça, on n'a pas besoin de la stocker là-dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et au prochain login, comme on nous envoie cet identifiant avec la clé privée mais qui est chiffrée et illisible, lui il est capable avec sa clé symétrique de la déchiffrer,
et de l'utiliser pour faire une signature. Deuxième méthode, c'est encore plus compliqué, donc je ne vais pas en parler maintenant. Et deuxième façon de faire, donc plutôt que de les générer à la volée, ou enfin, de les stocker côté serveur, c'est de stocker sur la clé FIDO, mais on n'a pas beaucoup d'espace. Mais ça a l'avantage de pouvoir faire du passwordless. Donc on va voir ce que ça donne. On va directement démo. Je vais me déconnecter. Donc, ici, je vais cocher cette case passwordless. Bon, en fait, je devrais même pas mettre de password là, mais voilà, c'est mon IHM qui est comme ça. Les premières étapes sont les mêmes. C'est juste ici où on va dire la clé FIDO que en fait, c'est une clé qui va résider dans la clé. La clé privée va résider dans la clé FIDO. Donc elle va y rester. Elle sera stockée dedans. Alors du coup là, on me demande un code PIN quand même. Alors c'est passwordless, mais en fait, j'ai quand même besoin d'un code PIN sur ma clé. C'est pas de password sur le site, mais j'ai quand même besoin d'un code PIN sur ma clé. Sur d'autres clés, en fait, ça va être l'empreinte digitale qui permettra de déverrouiller la clé FIDO. Donc ensuite, il me demande de cliquer sur le bouton. Tac. Oui. Voilà. La réponse est la même que tout à l'heure. Voilà, ça n'a rien changé en fait. Sur l'inscription, ça ne change rien. Enfin, la seule chose, c'est le booléen qu'on envoie à la clé FIDO qui est différent. Et maintenant, sur le login, tac. Donc ici, en passwordless, on va voir. J'envoie rien du tout au serveur, du coup. En retour, il va m'envoyer un challenge. Et là, moi, à ma clé FIDO, côté navigateur, je vais envoyer, c'est ça, le challenge et le RPID, donc le nom de domaine. Et du coup, dans ma clé FIDO, il va être capable de voir que sur le nom de domaine localhost, c'est telle clé qui a été stockée qu'il faut utiliser. Du coup, en retour, hop, je clique sur le bouton. Là, c'est toujours la même chose, sauf quelque chose en plus, le user handle. Voilà, en fait, il a stocké aussi dans la clé mon identifiant, en fait. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir faire du passwordless. Parce que derrière, hop, quand on va envoyer ça au serveur, voilà, pour l'instant, en fait, il n'avait aucune info à part ce qui sort de la clé FIDO. Là. Et du coup, il va pouvoir regarder dans le message de la clé FIDO quel est le user handle, donc connaître l'identifiant. À partir de ça, il va pouvoir retrouver la clé publique, vérifier que la signature est OK. Et du coup, c'est bon, on est authentifié. Alors là, du coup, on n'est plus en mode double authentification. C'est peut-être un tout petit peu moins sécure que d'avoir un password plus une clé, parce qu'on n'a pas plusieurs facteurs d'authentification. Mais c'est quand même pas mal de pouvoir se connecter sur un site sans avoir à rien saisir, quoi. Voilà. Alors là, je vous ai montré un peu en détail tout le fonctionnement de Webbutton. Il y a des moyens beaucoup plus simples que tout le code que je vous ai montré pour intégrer ça sur le site, heureusement, parce que c'est un peu complexe à utiliser sinon. Donc déjà, le code que je vous ai montré, il est dispo dans vraiment plein de langages. Et côté Java, c'est aussi peu dispo dans Spring Security. Dans Spring Security, vous avez un moyen de brancher votre authentification sur ce type de clé FIDO. Et Keycloak aussi, maintenant, gère très bien. C'était en bêta quand j'ai préparé, avant le Covid, ce talk, et maintenant c'est complètement intégré dans Keycloak. Ça permet très bien de configurer et de faire du Webbutton dans Keycloak. Je vais vous montrer ça tout de suite. Qui connaît Keycloak? Ouais, ça commence à être bien connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand même, parce qu'on ne va pas les oublier, c'est un outil qui permet de gérer l'authentification et les autorisations sur vos sites. Ça permet de faire de l'OpenID Connect et du SAML. Voilà, c'est un moyen assez simple de gérer toute votre couche d'authentification. Donc là, je me suis créé un Realm, un bénéfice.
Dedans, j'ai configuré, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce genre de conf chez Keycloak. Je me suis configuré une authentification où je demande forcément un user password et derrière une clé WebAuthn. Donc ça, c'est obligatoire pour se loguer sur mon Realm bénéfice. Et ici, required action, c'est où on dit que je veux, quand je m'inscris sur mon site, dans Keycloak, je veux absolument qu'une clé WebAuthn soit enregistrée. WebAuthn policy. Voilà, ici vous avez toute la conf. En gros, c'est un peu tous les paramètres que je vous ai montrés, mais qui sont dispo dans Keycloak, sur les types d'algorithmes de signature que vous voulez passer. Le relaying party ID, ben, c'est le nom de domaine par défaut, donc il n'y a pas forcément besoin de le mettre. L'attachment, je n'en ai pas parlé, plateforme ou class platform, en fait, c'est pour définir est-ce que vous voulez utiliser un authentificateur qui peut être utilisé un peu partout, ou un authentificateur qui sera dispo que sur un device. Par exemple, si je me log avec, si j'utilise mon téléphone Android comme authentificateur, je ne vais pas pouvoir le brancher sur un PC pour m'authentifier avec. Ici, vous avez aussi acceptable HUID, c'est ce qui va permettre de définir la marque de la clé qu'on accepte, et du coup, potentiellement plus tard, d'avoir des clés définies pour une entreprise donnée, quoi. Donc, on va faire une authentification dans Keycloak maintenant. Je vais prendre le truc par défaut de Keycloak. Donc, je me crée mon compte. Je vais faire un ZRT. Ouais, c'est parce que je suis filmé. Donc là, il me demande d'enregistrer une clé de sécurité. Ah, et là, je crois que je vais avoir l'effet démo. J'ai oublié de faire un truc. On va voir. Non, en fait, je vais avoir l'effet démo au login. Donc, je vais faire un... Hop. Yes. On recommence. Je vais enregistrer. Voilà. Et du coup, pour le sign-in... Voilà, du coup, quand vous aurez à vous loguer via Keycloak, en fait, il va juste vous demander votre clé de sécurité, après votre mot de passe, vous cliquez sur le bouton et vous êtes logué. Voilà, c'est un petit peu plus simple à coder que tout le code que j'ai pu faire pour la démo, que je mettrai dispo d'ailleurs sur Framagit après la conf. Voilà. Tac. Et ben, du coup, je vais un peu plus vite en présentiel que d'habitude. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis dispo. Je suis dispo aussi après. Voilà, ouais. 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 La question, c'est si j'ai du multi-compte. Non, pour moi, en fait, du coup, tu es lié à un seul compte, en fait, parce que tu n'as pas de moyen de... T'as aucun moyen en fait de saisir un compte sur ta clé ou si tu avais un multi-compte en fait il faudrait ce serait plus du passwordless ou du usernameless parce que tu as besoin de saisir ton compte quoi. En fait on pourrait dire que ouais mais du coup il faudrait avoir un moyen de communiquer, enfin c'est pas prévu en tout cas dans WebAuthn. Du coup il y avait une autre question là je pense. Ouais, si le hostname change, et ben en fait, ton authentification elle est perdue. Hein. C'est vraiment lié au hostname et c'est voulu en fait, hein, parce que ça va éviter des attaques comme du phishing en fait. On peut pas te ficher, t'es envoyé sur un site avec un nom qui ressemble ou te cacher l'URL et utiliser ton password comme on pourrait le faire avec du phishing. Là, c'est vraiment uniquement sur le nom de domaine quoi.
Ouais. Ouais, en cas de perte de clé. Alors, il y a plusieurs solutions, en fait. C'est un peu comme ces clés de maison, en fait. Si on perd ses clés de maison, faut défoncer la porte. Euh, mais généralement, on a un double, en fait. Moi, ce que j'ai sur mes comptes où j'ai vraiment besoin de sécurité, j'ai 2 clés FIDO, en fait, et j'enregistre les 2 clés FIDO sur le site. Sur mon compte Google, par exemple, j'ai plusieurs clés FIDO qui sont enregistrées. Si j'en perds une, j'ai toujours la deuxième pour me connecter, quoi. Et après, on peut dupliquer aussi les moyens d'authentification. Ouais, mais du coup, c'est pareil qu'une maison. Si jamais tu te fais voler tes clés, il faut changer la serrure pour être sûr que personne puisse rentrer chez toi. Bah là, tu peux désenregistrer tes clés en fait sur le serveur et enregistrer une autre clé à la place pour t'assurer que quelqu'un puisse pas se connecter à ta place, quoi. En fait, ouais, c'est pas encore beaucoup utilisé. Google le fait je crois que sur Amazon, je le fais aussi. Ah oui, effectivement. Est-ce que c'est beaucoup intégré sur plein de sites On parlait de Google qui l'a intégré comme moyen d'authentification. Est-ce que c'est utilisé ailleurs? Euh, non, c'est pas énormément utilisé pour l'instant comme client, mais l'objectif c'est justement de pousser ça pour que ça devienne un vrai moyen d'authentification. Et je pense que ça va prendre de l'ampleur quand même, parce que là, Apple est en train on a parlé dans leur dernière conf, où justement les clés qui se trouvent dans le FIDO, eux, ils les partageraient, enfin, ils seraient stockés de manière chiffrée sur le cloud d'Apple pour pouvoir être dispo sur tous tes devices Apple en fait. Et je pense qu'il commence à y avoir vraiment des choses qui montrent que ça va se mettre en place, quoi. Je vois pas bien avec les lumières, mais je pense que c'est. J'ai plus de questions. Ok. Ah, merci. Ah si, encore là-bas, ouais. Ouais. Alors, en fait, ça va dépendre du niveau du niveau de. Enfin, ouais. Excuse-moi. Euh, Ce qu'il disait, c'est que la clé, en fait, elle reste stockée. La clé privée reste stockée dans la clé FIDO. Et est-ce que c'est utilisable sur n'importe quel device du coup, parce que c'est suffisamment sécurisé pour s'assurer que cette clé soit pas corrompue, en fait. C'est ça, hein, c'était bien ça l'idée de la question. Ok, parfait. En fait, il y a FIDO justement font des certifications et certifient certains matériels. Il y a des matériels où on est sûr que ça peut être utilisé n'importe où parce qu'ils sont hyper. La puce a été certifiée et on est sûr que ça sortira jamais. Il y a des matériels qui sont un peu moins sécurisés et où on pourrait se dire à un moment donné, il y a peut-être un hack possible sur le matériel qui fait que la clé pourrait sortir, quoi. Mais le principe, c'est que la clé privée reste dedans, quoi. Ou en tout cas, si elle sort, c'est ce que je disais à un moment donné, elle sort chiffrée par une clé symétrique et du coup illisible, quoi. Ouais. Ah, ça dépend si on fait du kick lock, là je l'ai paramétré en 5 minutes. Donc ah, sur l'achat de la clé, ok. Le coût sur l'achat de la clé, du coup. Euh, Ces clés-là que j'ai, alors je pensais pas les plus sécurisées pour le coup, mais je crois que c'est 30 euros que je l'ai payé. Après, les clés YubiKey, je crois que c'est plutôt 60 euros. Mais après, maintenant, on peut utiliser les téléphones iOS. Normalement, ça s'intègre bien dans Webbutton. Ouais. Ouais. Ouais, alors, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser le téléphone comme authentificateur sur le PC? Alors, on peut l'utiliser pour s'authentifier sur le téléphone, sur un site sur le téléphone, pas sur le PC. Non. Non, sur le PC, c'est pas. Justement, c'est un moyen de. C'est pas un moyen cross-device, quoi. C'est vraiment. Ça peut être utilisé que pour le téléphone. Ouais. Alors, la question c'est est-ce que la clé
asymétrique du coup qui est stockée dans... Parce qu'en fait, est-ce que la clé symétrique est stockée, est-ce qu'elle est par site ou est-ce qu'il y en a une nouvelle à chaque fois? En fait, il y a une clé symétrique pour chiffrer les clés asymétriques. Et les clés asymétriques, c'est une par site. Ouais. C'est général à voler dès qu'on s'enregistre sur un site. Okay. Bon, du coup, c'est terminé. Si vous avez d'autres questions, je suis dispo après. Merci beaucoup.